J'ai avec moi Jean-Jacques Nantel parce que là, M. Trump ne lâche pas le morceau. Et là, vous nous avez préparé une capsule pour bien comprendre les visées de Donald Trump. Oui, merci de m'avoir réinvité. Effectivement, j'ai des choses à dire sur ça. Écoutez, je l'ai déjà dit la semaine passée quand on a fait l'autre vidéo. Je pense que Trump va avoir suffisamment de choses sur son plateau, sur son assiette pour aller se mêler du Canada. Trump, c'est pas un politicien, c'est un gars qui dit ce qu'il pense, qui fait ce qu'il dit. Il me fait penser un peu à Elon Musk, là, son acolyte. C'est des gens qui font peur, hein. Alors, moi, ce que j'ai toujours dit, j'ai même fait une vidéo là-dessus, Trump, c'est un symptôme, c'est pas la maladie. Les gens pensent, on va se débarrasser de Trump, par exemple en y tirant dans la tête, là, comme ils ont touché l'oreille, toute la tête. On va se débarrasser du problème, absolument pas. Ils ne se débarrasseront pas du problème parce que le problème est beaucoup plus profond que ça. Le titre de cette émission, c'est « Le jour où Trump prendra le pouvoir, nous entrerons dans le 21e siècle ». Il y a un historien qui a dit que les siècles, au cours des 5-6 derniers siècles, du dernier millénaire, ça avait commencé vers la 15e année du siècle suivant. Alors, le 17e siècle aurait commencé en 1615. Il y a une guerre, là, je l'avais noté, je l'ai oublié, là. 1715, c'était la mort de Louis XIV, le siècle de Louis XIV. 1815, c'était Waterloo, la fin de Napoléon. 1914, le début de la Première Guerre mondiale, ben là, on est en 2025, ça colle un peu. Mais essentiellement, ce qui est arrivé depuis 1945, évidemment, les Américains étaient tellement puissants après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon, tous les pays industrialisés avaient été rasés, la Russie, l'Europe. Alors, les Américains produisaient 50% de la production industrielle du monde. Alors, ils étaient très puissants, puis après, ils se sont mis à décliner lentement. Et tout ça, ça a fini par générer la crise qu'on a, qui mijote là un peu partout de nos jours et qui va nous exploser en plein visage. Alors, essentiellement, c'est l'arrivée de Trump au pouvoir qui risque de tout déclencher. Et là, ça va se mettre à débouler dans le monde entier, en commençant, bien sûr, par les États-Unis. On a déjà Trudeau, au Canada, qui a démissionné. Macron semble être en France et sur le point de suivre le même chemin. Ça brasse pas mal en Allemagne. Alors, autrement dit, le 21e siècle devrait commencer le jour où Trump va prendre le pouvoir, c'est-à-dire dans une semaine, presque heure pour heure. Alors, ce qu'a dit Trump, c'est que tout était prêt pour le 20 janvier à 14 heures. En 2 heures de l'après-midi, il s'assoit à son bureau puis il se met à écrire des ordres. Puis il veut vraiment le faire pour finir le mur, arrêter l'immigration complètement, l'immigration illégale, bien sûr, l'immigration légale va être permise. Il va lancer son groupe de chercheurs pour essayer d'améliorer l'État américain, parce que l'idée, c'est d'éliminer le déficit de façon à éliminer l'inflation, de façon à ce qu'il n'y ait pas de crise aux États-Unis. Il essaie de remettre les États-Unis au pouvoir. Mais ça dérange énormément de monde. Essentiellement, il y a 3 crises majeures dont je parle moi, depuis une vingtaine d'années qui sont en train d'accumuler leurs effets. Vous avez la crise environnementale qui est réelle. Il y a vraiment des espèces qui disparaissent, les océans se réchauffent, beaucoup de plastique dans les océans, etc. Ça, c'est la première crise, la plus profonde. La deuxième, c'est la crise de la dette, la crise d'endettement qui est mondiale, c'est gigantesque. On devrait plus de 330 trillions de dollars, toute la planète entière. Eh bien, ça, c'est de l'argent imprimé qui a été imprimé pour essayer de faire survivre l'économie. Ça fait depuis 2008 qu'on n'a pas eu de crise. Ça, c'est très, très long. Hein. Attendez, on est 2008 à 2025, ça fait 5 plus 12, ça fait 17 ans qu'on n'a pas eu de crise. Alors, ça a été fait en imprimant beaucoup d'argent. Alors, ça, c'est la deuxième crise. Vous avez l'environnement d'abord, l'endettement ensuite. Vous avez également la crise de la dénatalité. Et ça, c'est à long terme. Ça va être extrêmement grave. Le monde entier est en train d'arrêter de faire des enfants. Et pas un peu. C'est brutal. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, sauf dans les épidémies. La Corée du Sud est rendue à 0,7 enfants par femme. C'est pas le seul. La Chine est probablement dans les environs de 1, malgré les mensonges du gouvernement chinois. C'est un peu partout comme ça. Quasiment toute l'Asie, sauf peut-être l'Afghanistan et quelques petits pays comme ça. Tout l'Europe, les 3 Amériques,
C'est vraiment massif. Il reste seulement que les pays musulmans aussi, également. Il reste seulement que l'Afrique noire qui produit beaucoup plus que 2,1 enfants par femme, mais ça aussi, ça va vite baisser à cause de l'effet de l'Internet. Alors, les trois crises en question, c'est ça qui a amené le symptôme, c'est-à-dire Trump au pouvoir. Trump a surpris tout le monde en 2016 en gagnant l'élection. Il s'était mal préparé, qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire ceux qui gèrent nos affaires en sous-main. Ils n'étaient pas prêts, ils ont été pris par surprise par la population qui a voté pour Trump. Alors, là, il y a eu l'élection, puis comme ils ont été pris par surprise, l'État profond a travaillé pendant tout le premier mandat de Trump pour l'empêcher de fonctionner. Comme Trump ne fait pas partie du système et que c'était pas un politicien, il a été bloqué parce que c'était une coalition de tous les gens qui pensaient mettre au pouvoir. Il leur donnait une mission, puis ils ne le faisaient pas, ou il poignardaient dans le dos, le FBI, la CIA travaillait contre lui. C'est quelque chose de tout à fait stupéfiant. Alors, il avait promis de briser l'État profond, il ne l'a pas fait parce qu'ils l'ont bloqué. Ils ont inventé qu'il était en collusion avec les Russes. On sait aujourd'hui que c'est un pur mensonge. Il n'y a plus personne qui dit ça. Et ça a duré pendant 4 ans. On tient Trump, on a le fusil fumant, on a il s'en va, Trump est mort, etc. Ça a duré pendant 4 ans. Alors, il n'a pas pu rien faire parce qu'il comprenait mal les rouages du système, puis il n'a pas compris que s'il prenait des gens dans le système, et les gens dans le système étaient soit achetés, soit menacés, de façon à ce qu'il l'a empêché de faire il n'a pas pu faire grand-chose. Il n'a pas fait de guerre, heureusement. C'est le premier président en 70 ans qui ne fait pas de guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, là, on rentre dans une période où Trump il est obligé de faire ce qu'il fait. Parce que si ça continue comme ça, ils font 1 trillion de déficit à tous les 3 mois, 3 ou 4 mois. Ça va monter à 2 millions, à 2 trillions. J'ai dit 1 million. C'est 1 trillion tous les 3 mois. C'est 1 trillion, c'est 1 million de millions. C'est des sommes fabuleuses. Alors, s'ils n'arrêtent pas ça, de ce déficit-là, les États-Unis vont rentrer en crise et le reste du monde est déjà... La crise a déjà commencé. Elle est très grave en Chine. Elle est grave, elle s'en vient très grave. Elle va devenir très grave au Japon et notamment en Allemagne. Alors, tout ça, là, c'est en train de mijoter. Alors, Trump, en 2020, il a fait... lui, il dit que l'élection a été volée. Moi, j'ai travaillé à la vérification des votants dans plusieurs élections au référendum de 95. Puis je peux vous dire que quand quelqu'un se présente pour voter, il faut que vous lui demandiez une pièce d'identité. Alors, savez-vous qu'aux États-Unis, il y a 20 États démocrates où c'est interdit de demander une identification à la personne qui vient voter. Fait que c'est n'importe quoi. Puis moi, ben, c'est très, j'ai beaucoup de soupçons, pour dire ça poliment, pour l'élection de 2020. Il y a eu beaucoup de vol. Alors là, l'État profond s'est organisé pendant le premier mandat de Trump. Il a perdu l'élection de 2020. Moi, je pense que ça a été volé. La vérité, c'est ça que je pense. Je n'ai pas les preuves. On n'a pas les preuves, ils ont été détruites. Alors, Trump a été battu en 2020, puis là, ils ont dit il faut l'empêcher de revenir. Alors là, ils se sont mis après lui. Ça s'est jamais vu un truc pareil. Il y a eu 2 tentatives d'impeachment. Ça s'est jamais vu. Il y a eu 2 tentatives d'assassinat. Peut-être 3. Ça s'est jamais vu sur un président américain. Vous avez eu... tous les médias étaient ensemble pour le couler. Hollywood, les artistes. Et sur Internet, ils faisaient de la censure sur les gens. Beaucoup de gens honnêtes qui disaient ce qu'ils pensaient. Puis ils les ont poursuivis. Il y a même eu des cas, notamment en Angleterre, où quelqu'un a été mis en prison à cause de ce qu'il avait écrit sur Internet. Bon, alors ça vous donne une idée, ça a été un front uni pour couler Trump, pour y faire perdre. Ils ont fait 4 procès l'année même de son élection là, qui vient de gagner. Alors 4 procès, dont plusieurs sont farfelus, sont tombés. Alors ça a été quelque chose de systématique, de continuel pour le... Puis moi, comme je dis aux gens que je connais, si on a suivi moindrement ce qui s'est passé pendant les 4 ans avant que Trump se fasse élire, on se rend compte que ça correspondait pas du tout à la réalité. Il déformait ses propos, il prenait juste des bouts de phrases. Il y a même un truc, ça c'est très intéressant, ça se trouve sur Internet. Vous avez une vingtaine de postes de télévision
poste de télévision ou les mêmes phrases. Ils disent les mêmes phrases en même temps. C'est comme si c'était, vous savez, une chorale, les chorales, quand il y a un opéra, ils chantent tous en même temps, tous les mêmes mots. C'est la même chose. Ils disent tous les mêmes mots. Puis quand vous mettez ça ensemble, vous entendez une chorale qui dit la même phrase. C'est quelque chose de stupéfiant. Alors, ça a été de la propagande, ça a été des mensonges, ça a été juste parce qu'il fallait se débarrasser du symptôme, le gros méchant qui allait détruire l'État profond. Alors, ils ont été tellement loin que la population s'est réveillée et elle a dit, ben non, c'est des folies, ça. Trump, oui, il a une grande gueule, il est arrogant, il est sûr de lui, il ne se gêne pas pour insulter les gens directement, c'est pas un politicien, c'est un homme d'affaires. Alors, c'est un gars qui est comme ça, puis il déclenche des fortes émotions. Moi, il m'amuse beaucoup parce qu'il dit des choses à des journalistes. Il leur dit carrément, vous êtes tout le temps trompés, pourquoi vous continuez dans ce métier-là, vous faites une erreur, etc. Il y va à tour de bras. Puis les gens disent, il ment. Il a peut-être menti. Honnêtement, j'ai entendu Trump exagérer très souvent, mais mentir, dire l'inverse de la vérité, comme le font les médias, les mass médias, je ne l'ai pas entendu faire ça. Il a peut-être fait, là, mais je n'ai pas d'exemple, puis moi, je n'ai pas d'intérêt à dire le contraire. Là. En tout cas. Alors, ce qui est arrivé, là, c'est beaucoup plus grave que ce qui est arrivé entre 2016 et 2020. Excusez-moi. 2020 et 2024. 2020 et 2024, c'est que ceux qui suivaient l'actualité américaine comme moi, là, en anglais, on suivait ce qui se passait. On se rendait compte que Biden, il était gaga. On s'en rendait compte. Il a fallu attendre le débat entre Trump et Biden pour que tout le monde réalise aux États-Unis qu'effectivement, Biden était gaga. Ils l'ont remplacé sans les lire par Harris parce qu'il fallait absolument battre Trump. Puis elle s'est présentée, elle disait rien. Elle ne savait pas ce qu'elle disait. Quand les gens demandaient qu'est-ce que vous allez faire à la frontière, blablabla, elle disait rien. Moi, je vais défendre les intérêts puis les aspirations du peuple américain. Or, les Américains se sont rendus compte de ce qui se passait. Ils se sont dit, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui le demandent aujourd'hui, moi, ça fait longtemps que je le demande, qui gère l'État américain quand Biden s'endort devant des ambassadeurs ou quand il se perd sur une plateforme, il ne sait pas où est l'escalier, ça prend quelqu'un pour le guider. C'est qui a géré l'État américain pendant 4 ans? C'est extrêmement grave, ça. On sait que sa femme, Jill Biden, a été importante dans le gouvernement caché là, de l'État profond. Et c'est certain qu'Obama a joué sa part. Probablement les Clinton. Mais on n'en a pas la preuve. Ce qu'on sait, c'est que Biden n'était pas en état de gouverner. Ils l'ont placé là parce qu'il fallait battre Trump en 2020. Puis Harris, c'était pareil. Harris, c'est un des vice-présidents les plus détestés de l'histoire. Ils l'ont mis à la tête. D'abord parce qu'il n'y avait pas le temps de faire une convention, puis deuxième des choses, parce qu'il y avait, je pense, 93 millions de dollars pour faire une campagne. Alors, ils l'ont mis, elle n'a jamais été élue. Bon, c'est n'importe quoi. Alors ça, c'est une question extrêmement grave. L'État américain n'a pas été défendu, n'a pas été dirigé pendant 4 ans, ou plutôt a été dirigé par des gens qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît, mais on ne sait pas que c'est eux. Alors essentiellement, c'est ça, Harris et Biden, ils défendaient le wokisme. Tout ce qui est l'inverse, tout ce que nos ancêtres ont considéré pendant 100 000 ans comme le bien, pour eux, c'est le mal. Puis tout ce que nos ancêtres ont considéré pendant 100 000 ans comme le mal, pour eux, c'est le bien. Alors, ils ont choqué la population en disant, on ne sait pas c'est quoi une femme. Ben, comment on ne sait pas c'est quoi une femme? Une femme, c'est quelqu'un qui a 35 000 milliards de cellules, XX. C'est les chromosomes XX. Quand c'est un homme, c'est XY. Puis une femme, ça a un utérus, ça a un vagin, ça a des seins, une partie de son cerveau qui gère ces organes-là. C'est différent d'un homme. C'est ça, c'est la biologie. Puis quand l'enfant naît, on voit bien qu'il y a un pénis avec des testicules. On dit c'est un garçon. La première chose qu'on demande quand un enfant naît, qu'est-ce que c'est, un gars ou une fille? Ah non, ça a été assigné à la naissance. Ils ont choqué la population. Puis ça va beaucoup plus loin que ça, parce que dans les universités, moi j'ai connu une professeure d'université allemande en Corée du Sud, elle disait que c'est pas vrai que la Terre tourne sur son axe. C'est pas vrai que la Terre elle tourne autour du Soleil. C'est pas vrai que 2 plus 2 c'est égal à 4. Ils sont rendus à dire des folies, c'est choquant de bêtises ce qu'ils font. Je sais pas c'est quoi une femme. Oui, tout le monde le sait. Et
il y a un gars qui il dit si un homme c'est égal à une femme, ça veut dire que les femmes battues, c'est la moitié qui a perdu le combat. Parce que la moitié des combats étaient gagnés par les femmes, sont égales. Et il laisse rentrer des hommes dans les salles d'essayage des femmes. Les femmes sont nues, puis ils voient un homme entrer parfois en pleine puissance. Bon, c'est toutes des conneries, ça a choqué la population, puis la population a dit, OK, vous voulez couler Trump, c'est malhonnête, on va voter pour lui. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que pour arriver à faire taire tout le monde, puis à avoir des sondages, parce que les sondeurs aussi étaient contre Trump, c'est égal. On allait connaître le résultat au bout d'une semaine, au bout de 2 mois, parce qu'il fallait compter. Vous savez qu'ils comptent encore les votes dans en Californie à certains endroits. Bon, alors ce qui est arrivé, c'est que la population se faisait attaquer, notamment sur l'Internet. Il se faisait expulser, il se faisait censurer sur Internet, il se faisait attaquer. Il y a des gens qui allaient avec des casques de Trump dans les magasins, puis le gars disait, non, je te sers pas, toi, ça regarde quoi le propriétaire? Le gars vient manger, il a un casque sur la tête, ça ne le regarde absolument pas. Alors, il attaquait les droits de la population, puis là, la population, ben, ils se sont mis à avoir peur, les gens qui ont perdu leurs emplois. Il y a des anciens aides de Trump, il y en a un qui a fait 4 ans de prison. Bon, en tout cas, c'est des choses complètement aberrantes. Alors, ce qui est arrivé, on faisait l'élection, vous étiez avec moi le jour de l'élection, moi j'avais prédit qu'il annoncerait la victoire de Trump avant minuit. Ben, je me suis trompé, j'admets que je me suis trompé. Il l'a annoncé à 1h30. Alors, tout le monde disait que ça prendrait des semaines, des mois. Bon, ouais. Alors, les sondages étaient faux parce que les gens se taisaient quand quelqu'un téléphonait, voter pour qui? Parce qu'ils essayaient de défendre, de ne pas se faire mettre à la porte ou de se faire, en tout cas, on ne sait pas quoi. Alors, c'est la décadence occidentale qui est arrivée avec le wokisme puis qui a tout contaminé. Par exemple, les immigrants illégaux qui rentrent à la frontière sont mieux traités que les citoyens américains. Ils cachent les viols faits par les migrants, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de criminels parmi eux. Pas tous en passant. En tout cas, l'important, c'est que la population a été choquée, la population s'est tue, a été votée, puis tel que je le pensais, ils ont massivement voté pour Trump, qui a gagné sur toute la ligne. Il a gagné le Congrès, le Sénat, la présidence, la vice-présidence, évidemment. Il y avait déjà la Cour suprême de son côté à cause de son premier mandat. Il a gagné sur toute l'année, les 7 États dangereux là, qui fait aller. Swing State. C'est ça. Il les a gagnés tous les 7. Alors, ça a été une immense surprise, un immense balayage. Puis là, ben, tout le wokisme, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ces folies-là? On s'est gouré complètement. Puis là, ils se sont rendus compte qu'il y avait la population contre eux. Alors, Trump a dit exactement ce qu'il avait l'intention de faire. Et cette fois-ci, il n'a pas fait l'erreur de prendre des gens dans le système. Il a pris des gens à l'extérieur du système. Alors, il va attaquer les compagnies pharmaceutiques, il va faire l'enquête. Ils font l'enquête d'abord. Ils ne font pas n'importe quoi, là. C'est pas des dictateurs. Trump, c'est pas un dictateur. Premier mandat, il a parfaitement obéi à la Constitution, puis il va le faire encore cette fois-ci à 78 ans. Je me suis trompé l'autre jour, il n'a pas 79 ans, il a 78 ans. 79 ans, c'est au mois de juin. Alors, Trump, il a pris des gens de l'extérieur du système qui sont tannés par toutes les conneries qui ont été ajoutées, notamment au niveau de la réglementation aux États-Unis. Alors, c'est des milliardaires qui vont faire ça. C'est un groupe de milliardaires. Trump est milliardaire. Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde. Il y a un de ses amis, Ramaswamy, qui apparemment est riche. Puis ils se sont organisés, c'est déjà organisé. Ils se préparent là, pour lundi prochain, le 20 janvier. Ils ont communiqué avec leurs amis qui sont agacés par le socialisme là, qui a pénétré dans toutes les aires du gouvernement américain. Puis là, ils vont attaquer directement pour se débarrasser de la cochonnerie. Il y a un gars très important qui a donné un exemple, il s'appelle Xavier Milei, en Argentine. C'est ça qu'il a fait quand il a pris le pouvoir. Il y a 1 an à peu près. Il a pris le pouvoir, il avait mis sur un tableau tous les ministères il y avait 19 ministères, puis il se promenait puis il disait ça, dehors, ça, dehors, ça, dehors. Il l'a fait. Il a passé de 19 ministères à 8 ou 9. Alors, il l'a fait, puis l'Argentine, pour la première fois en 132 ans, je pense, a renoué avec la croissance. Alors, c'est ce qu'il fallait faire. Ça a beaucoup rassuré Musk, tous ces gens-là. Alors là, ils y vont avec une chainsaw. Là. En passant, Xavier Milei se promenait avec une chainsaw pendant sa campagne électorale. Il disait, je vais tout couper. Il a coupé tant qu'il n'y a plus. Un autre qui l'a fait, c'est Elon Musk quand il a pris X, Twitter.
Il a mis 80% du monde dehors. C'était tous des gens pour nuire aux gens honnêtes qui disaient ce qu'ils pensaient sur Twitter. Les a mis dehors. Les autres, vous voulez de là. Puis, comme je dis souvent aux gens, si vous voulez empêcher Twitter, c'est-à-dire X, de laisser les gens parler pour respecter le premier amendement de la Constitution américaine, qui est la liberté de parole, la liberté de penser, la liberté d'écrire, etc., ben c'est simple. Vous avez qu'à passer une loi, puis décrivez ce que c'est qu'un propos haineux. Ben, c'est impossible à faire. C'est pour ça qu'ils ne passent pas les lois. C'est pour ça qu'ils voulaient faire ça par en dessous. Facebook, YouTube, tout ça, ils faisaient tout ça en même temps. Ils tassaient les gens pour des propos, ça ne correspond à aucune loi. C'était simplement des préjugés en faveur de la gauche. Alors, c'était continuel. Puis là, avec la victoire de Trump, là, vous avez une espèce de raz de marée. Il y a des compagnies là, qui perdent. La bière, là, c'est Bud Light. Bud Light a perdu, je pense, 1 milliard, quelque chose comme ça. Il y a une compagnie de tracteurs pour des agriculteurs qui se sont mis dans le trou parce qu'ils ont voulu faire une annonce woke. En tout cas, ça s'est multiplié. Ils disent « Go woke, go broke ». C'est-à-dire, devenez broke, puis là, vous allez perdre votre entreprise. Fait que là, il y a eu aux États-Unis, il y a une division majoritaire dans le cas de Trump de ceux qui veulent revenir à un capitalisme ou une démocratie normale, comme faisaient nos ancêtres pendant 2-3 siècles, et les gens qui veulent changer tout ça, qui veulent mettre beaucoup de contrôle de l'État. Alors, c'est ça que viennent faire les milliardaires qui vont aider Trump à prendre des décisions. Trump prend la décision finale, mais Musk, ces gens-là vont lui dire il faudrait faire ça, fermer ça, fermer ça, fermer ça. Musk, il dit 2 trillions de dollars qu'il va couper sur le budget américain, qui est de 6 trillions. En tout cas, il va en couper le tiers. Est-ce qu'il va être capable de le faire? Moi, j'ai l'impression qu'il arrive un peu trop tard, mais en tout cas, s'il arrive à le faire, tant mieux. En tout cas, tout ça pour vous dire que, ça, j'en ai parlé. Et là, il se tourne. Oui. Dernière chose avant qu'on en parle. L'état profond, c'est-à-dire tous les gens woke, tous les gens, les artistes, tous les mass médias là, qui mentaient, qui trompaient dans tous les domaines, ils accusent leurs adversaires de faire de la désinformation et de la mésinformation, puis c'est eux qui en font. Moi, là, ils m'ont coupé sur YouTube, là, mais quand je me suis présenté à la chefferie du Bloc québécois, je suis passé de 5-6 000 visionnements quand je faisais une vidéo à 1500. C'est jamais remonté. C'est arrivé d'un coup, hein, boum. Alors, ils ont fait ça avec tout le monde s'en plaint, un paquet de gens ont été coupés. Alors, ils m'ont jamais dit pourquoi, hein. Ils m'ont jamais dit pourquoi. Ils l'ont fait. C'est des gens en dessous, là, des ticus, n'importe qui a décidé, ben nous, on va le couper, là, ils parlent d'indépendance, c'est pas bon. Bon. Alors, ils nous accusent de désinformation puis de mésinformation, puis c'est eux qui en font. C'est eux qui racontent toutes sortes de mensonges sur Trump, sur la COVID. Ils disaient que ça venait du marché des animaux. Tout le monde sait bien que ça venait du laboratoire qui étudiait le COVID, qui était à 200 mètres du marché en question. En tout cas, c'était tous des trucs malhonnêtes. Vous aviez quelque chose à dire? Non, c'est que il y a tout ça concernant l'arrivée de Trump au pouvoir. Et là, comme j'ai dit en introduction, c'est visée géographique qui le canal de Panama, le Canada, le Groenland. Ça, je vais vous en parler de ça. Ouais. Je veux simplement terminer ce que j'ai commencé à dire. Ouais. J'y arrive bientôt. Ça pour vous dire que, Trump, il y a 2 ans pour faire le ménage. Il y a deux raisons. La première, c'est ce que disait Machiavel. Machiavel, il dit, quand vous faites quelque chose qui fait mal, il faut que vous le fassiez rapidement à la population. Il faut que ça se fasse rapidement. Quelque chose qui est bon, qui est savoureux, comme de la crème glacée, vous faites durer. Ça, c'est ça qu'il faut faire quand vous êtes un bon. La deuxième raison, c'est qu'il y a il va y avoir des élections de mi-mandat. Là, Trump, il y a tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il veut. Il y a le Congrès, le Sénat, la Cour suprême, il les a toutes. Alors, il peut faire la majorité de ce qu'il a promis à faire, puis la population est avec lui. Alors, ça se fait. Mais le point, c'est que il y a 2 ans, parce qu'aux élections de mi-mandat, si vous revirez tout en envers aux États-Unis, vous allez faire beaucoup de mécontents, puis là, ils peuvent se retourner contre vous en 2026. Alors, il a dit à Musk et à sa gang, là, tous ceux qui vont l'aider, en juillet 2026, dans moins de 2 ans, il faut que ça soit fait. Bon, ça, c'est important de savoir. Il va peut-être gagner l'élection de mi-mandat, les gens vont être tellement contents, mais si ça n'arrive pas, au moins, il aura fait son travail. Puis il va être encore au pouvoir pour un autre 2 ans. Oui, j'ai dit ça tantôt.
Trump, il veut vraiment régler les problèmes. Alors, il a rien fait pendant le premier mandat parce qu'on l'a empêché de faire. Il a fait quelques affaires utiles, il a commencé son mur, il a pas fait de guerre, etc. Mais quand Biden a pris le pouvoir, il a fait toutes sortes de conneries. D'abord, l'économie s'est effondrée. Deuxième des choses, il est sorti d'Afghanistan comme un petit peu heureux en laissant 80 milliards de matériel de haute technologie aux talibans. Trump, il avait réussi à s'entendre avec les talibans. Il dit, on va se retirer d'Afghanistan graduellement. On va vous leur donner l'Afghanistan. Mais j'aurais sorti tous les clous, tous les rivets, toutes les vis. Il n'aurait pas laissé des tanks, puis il ne ferait pas de parade avec des armes américaines dans les rues d'Afghanistan. Alors, Trump, il a l'intention de détruire l'État profond. Il n'arrivera pas à le détruire complètement parce qu'ils sont très nombreux, ils sont très bien organisés, mais ils vont faire un énorme travail et ça va être fait par des milliardaires, des gens, des vrais capitalistes qui sont tannés du socialisme qui a tout pourri dans l'État américain. Alors, la première des choses qu'il va faire, il va arrêter la guerre en Ukraine, une guerre imbécile qui a fait tuer des centaines de milliers de jeunes, complètement inutile, c'est bête, on peut pas vaincre la Russie, c'est une question de logistique, les Russes sont juste à côté, on est extrêmement loin, on n'avait aucune chance de gagner cette guerre-là, et les Ukrainiens encore moins, c'est eux qui ont perdu beaucoup de monde. Alors la guerre en Ukraine, il va l'arrêter. Musk et ses amis, là, les milliardaires, là, ils vont couper des règlements, ils vont couper toutes sortes de trucs qui empêchent les compagnies comme SpaceX et Tesla de fonctionner pour toutes sortes de raisons grotesques, pour nuire à Musk qui essaye d'aider Trump. Bon, en tout cas, ça n'a rien à voir. Robert Kennedy, lui, il va s'attaquer à l'industrie pharmaceutique. Il va faire des enquêtes. Il ne rentre pas là-dedans comme des fous, là. Ils vont faire des enquêtes, ils vont trouver ce qui ne va pas, puis ils vont conseiller. La CIA, le FBI, le NSA, qui ont travaillé contre Trump pendant 4 ans. Trump, il veut se venger, mais il n'est pas fou. Il ne peut pas faire quelque chose d'anticonstitutionnel, il n'a pas l'âge de faire ça. Il n'y a pas 30 ans comme Napoléon. Quand il a pris le pouvoir, Napoléon avait 30 ans. Il a 78 ans, il ne fera pas un dictateur. Il va respecter la Constitution, mais il va faire le travail, il a le droit de le faire, puis il a le pouvoir pour le faire. Alors, par contre, il faut s'attendre à ce que, commençant dès lundi prochain, il va y avoir des poursuites judiciaires pendant 4 ans. Toutes sortes de poursuites, ils vont essayer de passer par parce qu'il y a encore beaucoup de juges qui sont woke, là, qui sont pour toutes ces folies-là. Alors, ils vont essayer par tous les moyens de l'empêcher de faire, mais là, il est tellement fort avec le mandat qu'il a obtenu de la population qu'il va pouvoir le faire. Et dernière des choses, c'est que Trump, à la fin de son mandat, c'est certain qu'il va donner, la fin de son mandat, de son deuxième mandat, il va donner l'amnistie à tous ceux qui vont l'avoir aidé à faire de façon à ce qu'il arrête les vengeances, comme ce qu'ils ont fait avec Trump. Maintenant, si vous pouvez passer l'image 3. Oui. Là, je veux dire, j'ai dit tantôt, on commence le 21e siècle. C'est-à-dire que tout le chambardement, va falloir jeter aux poubelles tout ce qui n'était pas bon depuis la Deuxième Guerre mondiale, des problèmes qui sont accumulés avec la décadence. On commence à le faire, puis ça va avoir un effet mondial. Dans l'histoire, comme on rentre dans le 21e siècle, ben là, c'est tout le passé de l'ère moderne. Quand ça a commencé, l'ère moderne, ça a commencé en Europe. Évidemment, il y a les Chinois, les Indiens. Les Chinois étaient très, très puissants à leur époque. L'Inde aussi. Mais quand l'Occident a commencé à se pousser, ça a commencé en Méditerranée. Puis là, il y a eu un transfert avec l'invention des caravelles, puis de la découverte de l'Amérique. Il y a eu un transfert vers le centre du monde, économique du monde, c'était l'océan Atlantique. Ça a été le premier transfert. Par la suite, avec le développement comment on appelle ça, non? Avec le développement de ce qui s'est passé en Asie au cours des 50 dernières années, surtout les 40 dernières années, là, ça s'est réorienté sur le Pacifique. Là, la Chine, là, tous les pays autour de la Chine, le Japon avant ça, ils rendaient le Pacifique quelque chose de très, très important, notamment pour les échanges avec les États-Unis. Puis petit à petit, ça s'est transféré à l'océan Indien à cause du pétrole du Moyen-Orient. Alors aujourd'hui, là, la grande bataille, la sphère autour du Moyen-Orient, pas du Moyen-Orient, du Moyen-Orient, mais de l'océan Indien. Ça, c'est le troisième océan qui a pris de la puissance. Et avec l'océan Indien, également, il y a le pétrole, il y a les matières premières de l'Afrique Est, et il y a surtout l'Inde qui monte tranquillement. Alors, présentement, l'océan Indien, c'est le principal océan du monde,
Mais dans l'avenir, pour des raisons qu'on va voir tantôt, ça va se retransférer à nouveau avec la fin du pétrole. Ben, pas la fin, mais la diminution de l'importance du pétrole. L'économie dans le monde, elle croît quand le pétrole augmente. Si vous utilisez plus de pétrole, vous devenez plus riche, et comme ça, c'est une réalité industrielle. Aujourd'hui, on a toutes sortes de moyens de se passer du pétrole. Le pétrole, on en a dépensé la moitié des réserves faciles à aller chercher. Il en reste la moitié, mais le prix monterait si on ne faisait pas de transfert technologique vers notamment les énergies renouvelables. L'idée, c'est pas de se débarrasser complètement du pétrole. On va toujours s'en servir pour faire du plastique, des choses comme ça, mais on s'en servira plus pour les transports, ce qui est très important parce qu'on échange énormément de choses sur la planète. Or, comme l'océan Pacifique est gigantesque et il est vide, alors le transfert à partir de l'océan Indien va avoir tendance à aller encore une fois, vers l'Atlantique. Parce que, je peux le dire d'avance, tous les plus gros pays d'Afrique, on parle du Nigeria, Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, le Congo, qui sont orientés vers l'Atlantique et non pas vers l'océan Indien. C'est la même chose pour les pays de l'Amérique latine, notamment le Brésil, l'Argentine, sont tournés vers l'Atlantique. Vous avez les États-Unis tournés vers l'Atlantique, l'Europe tournée vers l'Atlantique. Alors, dans l'avenir, l'océan Atlantique va redevenir un océan dominant, mais ça n'empêchera pas l'océan Indien et l'océan Pacifique de continuer d'être important. Mais c'est la chose que je voulais simplement dire, c'est qu'il y a eu un transfert au niveau historique d'un océan à l'autre, de la Méditerranée à l'Atlantique, de l'Atlantique au Pacifique, Pacifique à l'Inde. Puis à chaque fois, les problèmes politiques et les problèmes militaires changeaient d'endroit. Bon. Alors maintenant, passons à la première image. Sérieuse. C'est ça. C'est pourquoi on est là. Numéro 1. Pourquoi est-ce que Trump, récemment, a parlé du Groenland, il veut s'emparer du Groenland, du Panama et du Canada? Eh bien, quand Trump parle du Groenland, du Canada et du Panama, en fait, il est en train de parler de la Chine. Parce que c'est la Chine que les États-Unis affrontent désormais, c'est plus la Russie. La Russie est affaiblie, puis pour un bon bout de temps. Ils sont encore puissants, mais ils sont affaiblis. Alors, le Canada, c'est pas sérieux. Trump, je l'ai déjà dit, le Canada va un jour faire partie des États-Unis ou de l'Amérique du Nord. C'est quelque chose d'inévitable. C'est très long, 1 million d'années. Bon, c'est également long, 1000 ans. C'est également long, surtout de nos jours, 100 ans. Alors moi, je vois ça inévitable parce que, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo qu'on a fait, l'axe Est-Ouest, qui était l'axe de la colonisation, j'en ai parlé il y a quelques minutes, qui venait d'Europe, qui débarquait sur la côte Est, puis qui allait vers l'Ouest pour peupler l'Ouest, dans un continent qui avait été dépeuplé par les épidémies. Alors, c'était l'axe Est-Ouest qui s'en allait de l'Est vers l'Ouest. Et ces axes-là, avec la fin de l'immigration, presque la fin de l'immigration européenne, les axes géographiques d'Amérique du Nord, c'était dans le sens nord-sud. Alors, l'économie s'est recentrée dans un sens nord-sud. Pensez à Mané-Coutarde au Québec, à la baie James, on vendait ça aux États-Unis. L'Ontario a toujours refusé d'acheter notre électricité. Alors, ce sont les axes nord-sud qui ont pris le dessus et désormais, c'est comme ça que va se réorganiser le continent. Et c'est pour ça que je dis que tôt ou tard, les Américains, je parle le premier dictateur américain, ça peut arriver dans 20 ans, ça peut arriver dans 100 ans. Mais un jour, il va y avoir un dictateur aux États-Unis. La deuxième chose qu'il va faire, presque la deuxième chose, c'est d'envahir le Canada parce que les Canadiens vont vouloir jouer au fin-fin, les parfaits démocrates qui vont nuire, ils vont faire l'inverse de ce que les Américains font, puis là, le gars va dire, écoute, là, il va nous envahir, puis on ne pourra rien faire pour l'empêcher. Ceci étant dit, ça va nous être imposé. Les gens qui ont vu notre dernière vidéo me disent, oui, mais c'est pas sûr qu'on voterait oui, il n'est pas question de voter. Il est question qu'une armée rentre, c'est indéfendable le Canada par rapport à une puissance comme les États-Unis. Une autre chose, c'est qu'une fois que les Américains, un dictateur, aura envahi le Canada, il va démembrer le Canada. C'est-à-dire qu'il va créer des États naturels avec, par exemple, les prairies canadiennes, les prairies américaines, c'est le même pays. Alors, vous pouvez refaire la géographie dans une atmosphère de crise économique, vous essayez de tirer le maximum du territoire, bien, vous réorganisez les frontières. En Amérique du Nord, il y a plein de frontières droites qui datent de l'époque où
on pouvait tout gaspiller, tout le monde, il y avait de la richesse pour tout le monde, on coupait les forêts, on vidait les mines, etc. Ce temps-là est fini et pour maintenir le maximum de richesse, l'Amérique du Nord va être remembrée. Or, comme je l'ai dit l'autre jour, le Québec va survivre parce que c'est un pays naturel, puis je ne suis pas le seul à le dire, là, beaucoup de géopoliticiens sont d'accord avec moi. Alors, c'est pas sérieux l'affaire du Canada pour Trump. Trump, il fait juste ça. Trump, c'est un homme d'affaires. Puis, comme c'est pas un politicien, il se permet de, les gens ont peur de lui parce que justement, il est pas connu, il est pas contrôlé, pas contrôlable. Alors, Trump, il menace, il va mettre des taxes sur vos produits, je vais vous nuire, puis etc. Puis là, ben, les gens ont peur de lui. Fait que quand il parle du Canada, il dit, mais c'est vrai que le Canada, les Américains ont toujours rêvé de faire partie. Benjamin Franklin, lors de la Révolution américaine, est venu à Montréal. Je pense qu'il a dormi au Château Ramsay. Puis il a dit aux Québécois, si vous voulez vous joindre à nous, on va vous prendre, puis joindre à la... Mais ça faisait 16 ans qu'on s'était battu avec eux pendant un siècle et demi. On a préféré un maître qui était loin en Angleterre à un ami trop puissant, trop proche. Bon, moi je pense que ça a été une erreur à cause de l'accès ouest, ils nous ont passé sur le corps, ils nous ont appauvris. Mais ça, c'est les Anglais, là. Alors que les Américains, dans le sens nord-sud, ils n'ont pas intérêt à venir démographiquement à Montréal. Ils ne viendront pas s'installer dans nos bancs de neige. Ça n'arrivera pas, ça. Bon, alors, moi, je crois pas. Alors, le Canada, c'est pas sérieux. Par contre, attendez que je... C'est ça. Maintenant, avez-vous la deuxième image? Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que j'ai dit tantôt. Le Groenland et le Panama, c'est sérieux. Comment ça s'appelle? Trump, il veut vraiment le Groenland et le Panama. Par contre, il ne lancera pas une guerre mondiale pour s'en occuper, pour les envahir. Il faut savoir que ces deux territoires-là n'ont pas d'armée et que ces deux territoires-là ont des bases américaines. Il y a une immense base américaine dans le nord du Groenland, une grosse base américaine au Groenland qui est face à la future sortie du passage du Nord-Ouest. Dans le cas du Panama, il y a eu un traité qui a été signé. Attendez, je l'ai en quelque part. Là. Il y a quelque part ici, c'est ça. Il y a eu un traité qui a été signé à la demande du président Carter, qui vient de mourir. C'était le traité Carter-Torrijos Treaty en 1977 et qui déclarait la neutralité permanente du canal. Mais avec l'idée que s'il n'y avait jamais des problèmes, les Américains revenaient pour prendre le contrôle. Parce que c'était une entente presque tacite, mais c'était comme ça. Et d'ailleurs, il y a eu une invasion du Panama. Le traité dont je parle, c'est en 1977. Dans le cas de l'invasion des États-Unis, c'est en 89 contre Manuel Noriega, qui aidait les Contras au Nicaragua. Il était mêlé dans la drogue. En tout cas, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Il a été aux États-Unis pendant, je pense, 17 ans en prison, puis ensuite il a été en France. En tout cas, ils l'ont expulsé du pouvoir par la force et une invasion US. Ensuite, ils se sont retirés. Et le Panama a fait comme le Costa Rica, ou l'Islande, ils ont dit on n'aura pas d'armée. On ne prend pas d'armée, nous autres, on a une neutralité totale. Et les Américains sont restés au Panama. Ils auraient à peu près 28 000 soldats ils avaient en 2019. Alors, ça s'appelle la base Tyndall Air Force Base, qui est au Panama. C'est des Américains. Autrement dit, s'il y a un problème, les Américains sont déjà là pour prendre le contrôle du canal de Panama. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? C'est parce que le problème des Chinois, comme j'ai dit, là, quand Trump parle du Groenland et du Panama, c'est des Chinois. Il ne veut pas que les Chinois prennent le contrôle du canal de Panama parce que ça leur ouvrirait une porte vers l'océan Atlantique. Il n'y en est pas question. Si jamais il y a un conflit entre la Chine et les États-Unis vont reprendre le contrôle de Panama. Ça ne veut pas dire qu'ils martyriseraient les Panaméens, mais ce qui est certain, c'est que les Chinois ne prendront pas le contrôle du canal de Panama. Ils ont essayé de le faire. Même chose au Groenland, il y a beaucoup de minerais cachés sous la glace. Il y a des terres rares, il y a de l'uranium, il y a possiblement du pétrole, du gaz, mais c'est en dessous de la glace. Alors, un jour, est-ce que ça va arriver, on ne sait pas, mais il y a également un intérêt stratégique au niveau des matières premières.
Mais la principale raison, c'est que les Américains veulent bloquer, veulent contrôler complètement le futur passage du Nord-Ouest qui va passer au nord du Canada et qui va être ouvert au mois d'août et septembre. Quand il va être ouvert, ça ne sera pas toute l'année. La glace est trop épaisse. Mais au mois d'août et septembre, les bateaux vont passer. Ça va faire énormément d'économies pour les armateurs. Et ces bateaux-là, en passant, une grande partie vont remonter le Saint-Laurent. Ça va redonner de l'importance à la voie maritime du Saint-Laurent. Mais ça, c'est pas fait encore. Les Américains, quand ils parlent du Groenland, il y a 57 000 habitants, c'est quasiment personne, ou le Panama, qui est un petit pays pauvre, c'est pas si pauvre que ça de nos jours, là, mais ils sont 4 millions. Les Américains vont bloquer ça. S'ils bloquent ces deux choses-là, vous avez au sud complètement du continent, ce qu'on appelle le Cap Horn, mais il y a des tempêtes gigantesques là-dessus. Vous ne pouvez pas passer, vous pouvez passer un porte-conteneur, mais vous allez perdre beaucoup de conteneurs. Fait que ça ne passe pas au sud. Le canal de Panama, les Américains vont garder le contrôle. Et le passage du Nord-Ouest également. Les Américains contrôlent également le détroit de Bering, qui est l'entrée du passage du Nord-Ouest à l'extrême ouest au niveau de l'Alaska. Alors, la Chine ne peut pas facilement rentrer sur l'Atlantique. Bien sûr, il pourrait passer par si vous allez à l'est, au sud de la Chine, là, vous voyez, il y a le, voyons comment ça s'appelle, je vais m'enlever mes lunettes. Ça s'appelle le détroit de Malacca. Le détroit de Malacca, c'est un détroit qui est contrôlé par des alliés des États-Unis et des ennemis de la Chine, parce que la Chine commence à attaquer tous ses voisins dans la mer de Chine du Sud. Alors, c'est très difficile pour les Chinois de passer par le canal le détroit de Malacca pour se rendre en Atlantique, où va se faire toute une grande partie du commerce à l'avenir. Comme j'ai dit tantôt, les plus grands pays d'Afrique, des trois Amériques et d'Europe sont tournés vers l'Atlantique et non pas vers l'océan Indien ou l'océan Pacifique. Je vais montrer l'image numéro 2 à nouveau. Oui. Bon, ici, on voit très, très bien. Là, j'ai mis pas mal de détails, mais c'est important. Vous voyez le problème de la Chine. La Chine, s'ils essaient de passer à travers le Pacifique pour aller vendre dans les Amériques, c'est très loin. C'est le plus grand océan du monde. Et ils peuvent également passer par le détroit de Malacca. On vient de l'expliquer, c'est difficile de passer tout le temps sur des territoires qui sont contrôlés par les puissances amies des États-Unis. Alors, ça ne peut pas fonctionner pour la Chine, ça ne fonctionne pas très bien. Alors, c'est ça. Maintenant, OK. L'argent, la Chine présentement n'a plus d'argent. Elle est endettée également, elle a fait énormément d'endettement au cours des derniers temps. Et son problème à la Chine, c'est d'aller chercher les matières premières dans le reste du monde. Ils sont face à l'océan le plus vaste du monde, puis le plus vide. Alors, le seul endroit où ils peuvent aller chercher des matières premières facilement, les Chinois, c'est en Sibérie. Or, la Sibérie est organisée dans un sens est-ouest par les Russes pour ramener les matières premières en Europe et non pas les envoyer sur le marché chinois. Et pour le reste, pour se rendre en Afrique, pour se rendre chercher du pétrole, pour aller faire du commerce en Amérique latine, les Chinois seront obligés de passer par le détroit de Malacca, qui est un détroit fragile. Alors, vous avez, c'est ça. Il y a également le fait que les Américains, en empêchant les Chinois d'atteindre l'océan Atlantique, puis en leur faisant toutes sortes de troubles au niveau de l'Asie, les Américains embouteillent la Chine et gagnent du temps. La Chine est en dénatalité profonde, commence à perdre de la population. Les jeunes sont de plus en plus décadents en Chine, ils ne veulent pas travailler. Enfin, il y a un truc qui s'appelle le lay down movement en Chine. Les jeunes, ils ne veulent plus se battre comme leurs parents, de travailler 16 heures par jour. Les Américains jouent la montre et le temps les favorise. Parce que les Américains, allez à l'image numéro 4, s'il vous plaît. Vous avez ici le problème de la Chine. Les Américains, ils pensent juste à la Chine présentement. Tout le reste, là, la Russie, en Ukraine, c'est des petites affaires, c'est des petits problèmes. D'ailleurs, Trump va liquider ça dans les premiers jours de son mandat. Les Américains, c'est une puissance maritime qui ont des ports fantastiques, autant sur l'océan Atlantique que l'océan Pacifique. Depuis, ils ont 700 bases militaires installées un peu partout dans le monde, notamment une qui est très importante, qui est dans le milieu de l'océan Indien, qui s'appelle Diego Garcia,
qui garde un œil sur le pétrole du Moyen-Orient, l'Inde, etc. La Chine, elle, c'est une puissance continentale qui est basée sur l'agriculture. Alors, les Chinois ils ont toujours eu une influence sur le continent et ils essaient de sortir du carcan où ils sont. Si vous prenez l'image numéro 5, vous voyez ici les points stratégiques importants du monde. La Chine n'en contrôle aucun. Le détroit de Malacca, le détroit d'Ormuz qui va jusqu'au pétrole, le golfe d'Aden qui permet d'aller au canal de Panama, vous avez Gibraltar, vous avez l'entrée de la mer Noire, le Saint-Laurent pour entrer jusqu'au Grand Lac, vous avez le canal de Panama, vous avez le Cap en Afrique du Sud. La Chine ne contrôle aucun point stratégique sur la planète, alors que les États-Unis ont un accès partout, ils ont des bases partout, ils sont extrêmement puissants. Alors c'est pour ça que les Américains peuvent jouer la montre qui les favorise. Allez à l'image numéro 6, s'il vous plaît. Ici, vous avez le problème de la Chine, même au niveau de l'océan Pacifique, même si les Américains sont très loin. Vous avez en Asie, l'Asie est un continent où les peuples se détestent, ils ont toutes sortes de raisons de se taper dessus. Et vous avez la Chine n'a pas de passage facile pour la mer de Chine, la mer du Japon, qui est juste à l'ouest du Japon, parce que les territoires russes vont jusqu'en Corée du Nord, puis la Chine n'a pas d'accès à partir du nord-est à la mer du Japon. Au sud du Japon, il y a toute une série d'îles qui s'appellent les îles Ryukyu en japonais, qui appartiennent au Japon. Vous avez Taïwan. C'est pour ça que les Chinois veulent prendre Taïwan, c'est que ça leur permettrait d'avoir une ouverture facile vers l'océan Pacifique. Ils ne peuvent pas parce que Taïwan est encore un pays pratiquement indépendant. Vous avez également au sud toute la chaîne de pays qui sont en mer de Chine du Sud et que la Chine a attaqué en disant c'est à nous, ils se sont installés militairement en écrasant tout le monde. Eh bien, les Chinois ont beaucoup de mal à casser le carcan qui les enferme dans une situation de pays d'une puissance continentale. Et ça, c'est les Américains qui gèrent tout ça de loin, mais les peuples qui sont autour du Japon, là, de la Chine, là, ils ont très peur de la Chine. Alors, le Japon déteste la Chine, la Corée du Sud également, parce qu'ils ont été attaqués par les Chinois pendant la guerre de Corée. Là, les Chinois attaquent. C'est ça, la 7e, c'est ça. Là, vous avez ici, qu'est-ce que font les Chinois? Les Chinois ont ce problème-là du côté est, du côté de l'océan Pacifique. Ils peuvent difficilement passer librement, facilement par le détroit de Malacca. Ils sont entourés par toutes sortes d'ennemis de ce côté-là. Alors, ce qu'ont fait les dirigeants chinois, ils ont dit on va ouvrir les 2 routes de la soie. Vous en avez entendu parler probablement. La première, c'est la route continentale qu'on voit passer en bleu sur la carte et qui permet de rejoindre l'Europe, le Moyen-Orient, un paquet de pays, mais ce sont des pays musulmans. Or, les Chinois écrasent les Ouïghours qui sont en Chine. Ils ont mis 1 million de Ouïghours, c'est un peuple de 10 millions d'habitants, ils ont mis 1 million de jeunes dans des prisons pour les rééduquer. Ben, les autres musulmans dans le reste du monde, ils n'aiment pas beaucoup ça de savoir que les Ouïghours se font écraser parce qu'ils sont musulmans. Alors, la Chine, avec ses milliards, a pu acheter la paix avec ces pays-là, mais tout le monde comprend facilement que si jamais il y avait un conflit grave avec les Ouïghours, s'ils faisaient une révolte, puis qu'il y en massacrait 1 ou 2 millions, ou peut-être 10, ben là, les autres pays musulmans fermeraient la route de la soie continentale. Vous avez au sud la route de la soie maritime. On en a déjà parlé, le détroit de Malacca est bloqué, et sur tout le chemin pour se rendre au pétrole du Moyen-Orient et au golfe d'Aden et au canal de Suez qui permet de se rendre en Europe ou dans le nord de l'Afrique, vous avez des ennemis. Vous les avez ici, les flèches en vert. Partout, les gens les surveillent. Et la Chine fait face en Asie de l'Est à une coalition plusieurs fois plus populeuse que la Chine. C'est-à-dire juste l'Inde. L'Inde est plus peuplée que la Chine aujourd'hui. Et l'Inde continue de faire des enfants. Pas beaucoup, ils sont à peu près à 2,1, là. Mais par rapport à la Chine, l'Inde va prendre le dessus sur la Chine. Alors, la Chine a beau essayer de sortir, si elle veut faire la guerre, elle va se retrouver toute seule. Elle va être bloquée chez elle parce que c'est facile de fermer le détroit de Malacca
la privée de pétrole. Alors, la Chine est très mal placée pour pouvoir se libérer et pouvoir devenir une puissance plus grande que celle des États-Unis, même s'ils ont une économie plus importante, notamment au niveau du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat de la Chine est plus important que le pouvoir d'achat des États-Unis. Maintenant, on est à 7. Hein? Allez à la numéro 8, s'il vous plaît. Tantôt, c'est ça que j'ai montré. J'ai oublié de demander de montrer ça. Vous l'avez ici, les grands pays d'Afrique, des trois Amériques, de l'Europe sont tournés vers l'Atlantique. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que sur la côte ouest des trois Amériques, vous avez les Rocheuses et vous avez les Andes qui laissent juste un petit territoire de bordure qui est orienté vers la Californie, le Chili, c'est orienté vers l'océan Pacifique. Mais tout le reste, les rivières, les fleuves, le commerce, c'est orienté vers l'océan Atlantique. Les Américains vont bloquer les Chinois, c'est déjà préparé. C'est ça qu'ils essayent de faire. Et comme je disais, essayer de passer par le détroit de Malacca, ça ne marchera pas non plus. Alors ça, c'est très important. Alors maintenant, si vous allez au numéro 11, on va voir quelque chose qui est intéressant. C'est au niveau, si vous prenez, là, on est par-dessus le pôle Nord. Alors, comme je vous ai dit tantôt, il y a une base américaine qui s'appelle, c'est écrit sur la carte, là, je ne la vois pas. Du cas de le lire, c'est Poussilic. En tout cas, il y a une base américaine qui est située juste en face de la sortie du futur passage du Nord-Ouest, qui va être ouvert bientôt là, avec le réchauffement climatique. Autrement dit, les Américains, la raison pour laquelle ils voudraient acheter le Groenland, ou au moins s'entendre avec les Groenlandais pour que cette base-là devienne vraiment importante, les Américains contrôlent l'entrée du passage du Nord-Ouest au niveau de l'Alaska, qui est un territoire américain, et maintenant à la sortie, qui est la base américaine, qui est presque directement en face de la sortie du futur passage du Nord-Ouest. Alors, les Chinois ne pourront pas passer de ce côté-là. Ils pourraient toujours passer par ce qu'on appelle le passage du Nord-Est, qui est déjà ouvert, qui est un passage que les Russes ouvrent quelques mois par année avec des brise-glaces. La Russie, c'est la vraie puissance de l'océan Arctique. C'est le seul pays au monde qui a plusieurs villes, pas une ou deux, plusieurs villes installées le long de l'océan Arctique. Alors que la Norvège n'en a pas, le Canada n'en a pas, l'Alaska n'en a pas, le Groenland non plus. La Norvège, personne. Alors, l'océan Arctique est un océan russe avec, bien sûr, des territoires du côté nord-américain que les Américains vont pouvoir surveiller. Et les Russes, c'est pas vraiment des amis des Chinois. C'est stratégique, là. C'est parce que les Russes se servent des Chinois, font une pseudo-alliance, mais les Russes ont très, très peur des Chinois parce que les Chinois pourraient facilement envahir leur pays. Maintenant, ce qui est très probable au niveau du Groenland, d'ailleurs, le premier ministre du Groenland a dit qu'il était prêt à faire des discussions avec les États-Unis. Les États-Unis, Trump, il voudrait acheter le Groenland qui coûte très cher au Danemark. Le Danemark est obligé de dépenser un petit pays de 5,5 millions d'habitants. Ils sont obligés de faire vivre beaucoup de gens au Groenland. Alors, ils aimeraient bien s'en débarrasser. Ils sont prêts à discuter avec les États-Unis. Le premier ministre je ne sais pas comment il s'appelle, je pense que c'est le premier ministre du Groenland, qui est un Inuit, il dit que lui, il est prêt à faire des discussions, mais que ce que le peuple veut, puis très bientôt, il va y avoir un référendum sur l'indépendance du Groenland. Alors, il dit qu'il est prêt à discuter avec les États-Unis. Autrement dit, si les États-Unis signaient un traité comme celui de la baie James, il donne beaucoup, beaucoup d'argent aux Groenlandais, il leur laisse la souveraineté nationale sur le territoire, pseudo, là, enfin, c'est des mots, là. Les Américains, ça pourrait s'entendre pour garder le contrôle du Groenland et surtout la sortie du futur passage du Nord-Est. C'est la même chose au Panama. Le Panama utilise le dollar américain. Le Panama a une entente, celle que j'ai nommée tantôt, le Trujillo-Carter. Puis, c'est la même chose. Le Panama, tout ce qu'ils veulent pouvoir continuer de posséder leur pays, posséder leur voie maritime, mais ça n'empêchera pas les Américains de faire des ententes pour qu'il y ait une armée. Il y a quelqu'un qui a dit, si votre armée ne défend pas votre pays, c'est l'armée du voisin qui va la défendre. C'est toujours comme ça. Alors, comme le Panama n'a pas d'armée, puis que le Groenland n'en a pas non plus, il y a une possibilité très, très bonne de ce côté-là que ça va fonctionner pour les Américains. Alors,
C'est que j'étais. C'est ça. Donc, ce vers quoi on se dirige présentement, c'est un affrontement entre la Chine et les États-Unis. Et les États-Unis jouent la montre. Trump, il va réorganiser les États-Unis pour renforcer les États-Unis, essayer de le sortir du trou. Et la Chine, il suffit d'attendre. La Chine est très mal placée. La Chine a beaucoup trop de population. Ils ont détruit leur environnement. Ils ont pris toutes sortes d'usines dont ils vont être obligés de se débarrasser parce que les salaires augmentent très rapidement en Chine. Autrement dit, les Américains devraient finir par gagner si, bien sûr, ils arrivent à faire ce que Trump veut faire. Alors, Trump, c'est pas complètement fou ce qu'il essaie de faire. Il essaie de bloquer les Chinois juste assez longtemps pour que la Chine s'effondre jusqu'à un niveau normal, en sachant que l'Inde, très bientôt, va dépasser la Chine dans à peu près tous les domaines. Parce qu'ils ont beaucoup de jeunes, c'est très, très créatif, l'Inde. Alors, c'est ce vers quoi on s'en va. Et c'est pour ça que Trump a parlé du Groenland, du Panama et du Canada. Le Canada, c'est pas sérieux, mais les deux autres, c'est très sérieux. Et c'est surtout très facile à faire. Comme vous avez dit tantôt, moi, j'ai beaucoup de vidéos. Si les gens veulent en savoir plus sur la géopolitique, ils peuvent toujours lire mon livre de géopolitique qui est sur Amazon. Il s'appelle « Vivre dans un univers qui s'éteint ». J'ai également un livre de nouvelles que je viens de publier là, il y a quelques jours. Et vous pouvez voir toutes mes vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. Chose importante sur les vidéos, comme ça, quand on passe, les gens ne comprennent pas l'importance de dire que le pouce en l'air, de partager la vidéo avec des connaissances et de s'inscrire au canal. Ça nous aide énormément à faire connaître le contenu de nos émissions. Alors, voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci beaucoup, M. Nantel. Je pense que encore une fois, ça va être apprécié, très éclairant pour nos amis européens, entre autres, qui se posent beaucoup de questions sur ces déclarations de Donald Trump. Merci beaucoup. Rien. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. C'était Jean-Jacques Nantel en direct de Montréal. Alors, c'est tout pour nous. Merci et à la prochaine.